temps de vous informer. Bel et bien, c'est votre émission Duel. Une émission où nous faisons souvent l'effort d'inviter les hommes faits, les hommes capables, ceux qui ont la possibilité de décrypter les grandes lignes d'actualité dans le cadre de cette émission Duel. C'est votre chaîne CS Télévision, le reflet de tout un peuple. Nous vous disons comme ça merci parce que vous étiez déjà très nombreux à réagir par rapport au classico d'aujourd'hui, comme prévu. Sur ces plateaux, nous avons déjà la présence de Maître Bernard Takaiché. Il fut un ancien vice-ministre de la Justice et sous les règnes du Premier ministre Ilou Kamba, le professeur Ilou Kamba, il avait assumé l'intérim à l'absence de le ministre de la Justice, j'ai oublié son nom, mais le nom va... Voilà, le ministre Tunda Yakasende, c'est l'homme qui est à côté de moi, c'est lui qui avait fait en sorte que Eddie Capen, c'était à son temps, Eddie Capen, Franck Diongo, Jomindongala, puisse quitter la prison. Il est là avec nous. Maître Bernard Takaiché, soyez le bienvenu. Merci, merci beaucoup. Voilà, j'ai oublié également de vous présenter que vous êtes au cadre de l'UDPS, vous êtes également notable de Maniema. Bien sûr, je suis au cadre de l'UDPS, bien entendu, comme vous venez de le dire. Je suis également notable du Maniema. Et d'ailleurs, je viens de là il n'y a pas longtemps. Ça fait un mois, pratiquement un mois, depuis que je viens du Maniema. C'est ma province natale. Donc, et voilà, j'ai assumé le poste de vice-ministre. Et puis, bon, au départ de M. Tunda. Le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je suis resté et géré ce département jusqu'à ce que les remaniements aient intervenu. Et donc, bref, je suis un homme politique. Un homme politique, mais avant tout, au sein de l'UDPS, parce que vous êtes cadre de l'UDPS, il y a plusieurs personnes qui se découragent, vu la gestion également des ambitions. On m'avait informé que vous avez les ambitions d'être gouverneur de votre province, mais apparemment, à la dernière minute, on vous a déçu. Êtes-vous découragé? Non, je ne peux pas me décourager, c'est un combat politique. Nous sommes dans l'UDPS depuis plus de 30 ans, et je ne crois pas aujourd'hui que je dois me décourager. Non, je dois continuer à lutter. Je lutte à l'intérieur du parti, comme je lutte contre les antivaleurs en dehors du parti. Donc, la lutte continue. Donc, me dire que j'étais découragé, non. Je suis allé jusqu'au bout. Malheureusement, la chance ne m'avait pas souri. Il y avait un désordre un peu descriptif. C'est ça ce que nous avions d'abord dénoncé. Et pour preuve que l'élection du gouverneur et des vice-gouverneurs de la province du Maniema a été annulée au Conseil d'État parce que nous n'avions pas été d'accord avec ce qui était en train de se passer. Non seulement que nous n'étions pas d'accord avec la personne qui avait été proclamée élue pour des raisons purement de moralité et de gestion de la République. Et il a un passé très lourd qui ne pouvait pas nous permettre de le laisser gérer cette province-là. En plus de cela, il y a eu beaucoup d'impairs, il y a eu beaucoup de désordres, de mauvaises pratiques. Et donc la fraude, et nous sommes allés en justice contre ces genres de pratiques, ces genres de comportements. Et le juge nous a donné raison. Et donc au premier degré, on n'avait pas eu gain de cause, mais arrivé au Conseil d'État, et bon, nos avocats ont déployé des moyens beaucoup plus massus, et le juge nous a suivis. Nous a suivis, et ça veut dire qu'on a annulé cette élection, et je crois que si on respecte les verdicts du Conseil d'État, on pourrait réorganiser cette élection-là, des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Voilà, Maître Bernard Takaiché, en réalité, cette émission s'appelle Duel. En face de vous, on devait avoir le professeur Théodore Ngoy, mais malheureusement, à la dernière minute, il n'est pas là. Mais évoluons avec vous, l'actualité reste dominée par la situation de l'Est et aussi sur la justice, on en parle. Il y a eu la libération
l'acquittement, voulais-je dire, de Vital Kamere et Jamal. Ils étaient arrêtés sous votre gestion. Mais avant ça, une question de curiosité. J'ai suivi dans les réseaux sociaux un des combattants de l'UDPS, parce que vous êtes de l'UDPS, qui était arrêté. Il plaire au nom du parti, au nom de votre secrétaire général, Kabouya, que vous n'organisez pas le parti. Vous êtes quand même au cadre de l'UDPS, vous devez rassurer pour qu'en 2023, que vous puissiez rester au pouvoir, si vous le désirez. Ça vous fait quoi quand on arrête des combattants, de militants, parce que le parti n'est pas organisé, le nom de votre secrétaire général est cité? Bien, merci pour cette question-là, mais je ne voudrais pas aborder une telle question de telle ampleur devant une télévision, sur un plateau de télévision. C'est un problème interne. Je crois peut-être que nous avons... Mais c'est déjà la place publique, monsieur. Nous avons tout le temps de pouvoir régler ces problèmes, et nous sommes en train de le régler d'ailleurs petit à petit. Non, mais écoutez, bon, ce que les gens ne comprennent pas, c'est ce qu'ils appellent communément état de droit. État de droit ne voudrait pas dire que libertinage, qu'il y ait de libertinage. Dans un parti politique, il faut qu'il y ait une discipline. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Et je pense peut-être que c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous battre pour que cet ordre-là puisse redevenir et que le parti puisse aller normalement. Quant à dire que les combattants ont été arrêtés, bon, est-ce que c'est quoi, ils ont été arrêtés sous l'instigation de qui? Je ne crois pas. S'ils ont commis des forfaits pour lesquels ils peuvent être poursuivis, bon, je crois qu'ils peuvent répondre de leur forfait, de ce qu'ils ont commis comme infraction. Mais si ces arrestations ont été orchestrées par une tierce personne, une autorité de votre bon, parti, ce sont des choses qui il n'y a plus la liberté d'expression au sein de l'UDPS, les hommes forts aujourd'hui. Ce sont des choses que nous devons condamner, mais je ne crois pas que la justice puisse se laisser manipuler par un individu. Non, je ne crois pas. Si ces gens ont été arrêtés, c'est tout simplement qu'il y a eu quelque chose, peut-être qui leur sont reprochés, et que, au finish, je crois peut-être que la justice pourra nous dire que ces gens étaient effectivement, avaient commis des impairs, des forfaits, ou pas. Dans le cas contraire, ils seront relâchés. Une question directe, il y a trop de frustrés aujourd'hui au sein de l'UDPS. Croyez-vous encore à l'unité du parti? Parce qu'apparemment, l'UDPS est en train de sombrer selon les analyses de plus d'un. Non, nous tenons à cette unité de l'UDPS. Nous tenons. Et je crois peut-être que nous y arriverons. Il y a des frustrations. C'est vrai que dans chaque parti politique, dans chaque mouvement, dans chaque société, il y a toujours des frustrations. Des gens qui espéraient briguer tel ou tel autre poste, et au cas où ils n'arrivent pas à avoir ce poste-là, ils sont toujours frustrés. Cela ne veut pas dire que le monde s'arrête ou le parti doit s'arrêter d'exister. Non, écoutez, bon, il y a toujours des frustrations. Et les choses sont en train d'évoluer, je crois, de la manière qu'il faut. Nous sommes en train de nous battre à l'intérieur du parti pour que les choses aillent encore davantage, pour que ce genre de frustration puisse diminuer. Donc nous sommes en train de nous battre, et je pense peut-être que le secrétaire général qui me suit est au courant de toutes ces frustrations-là, et je sais que c'est un animal politique, et il sait comment il peut gérer cette situation, et il est en train de la gérer, et je crois qu'il va trouver des solutions pour ce genre de choses. Avant de passer à autre chose, c'est des questions de téléspectateurs, je devais quand même les poser. Je rappelle que mon invité d'aujourd'hui s'appelle Maître Bernard Takaiché, c'est un ancien vice-ministre de la Justice sous le règne du professeur Ilou Ilunkamba, le Premier ministre. Il est là avec nous, c'est au cadre de l'UDPS. On ne peut pas le recevoir sans poser les questions du parti, c'est important. Mais une question de téléspectateur. Aujourd'hui, apparemment, dans votre parti, il n'y a plus les hommes intelligents, cette crème, le Moubaké, ainsi de suite. Vous avez plus laissé la place aux jeunes
plus les combattants, les gens qui ne maîtrisent pas les ABC. Est-ce vous ne remarquez pas cela, que vous avez perdu des gens de valeur dans votre parti? Bon, je crois que nous sommes un parti politique, un grand parti politique. Je pense peut-être qu'au sein de ce parti politique, il y a des hommes intelligents. Vous n'allez quand même pas me dire qu'il n'y a pas d'hommes intelligents dans ce parti politique. Il y a des Ils sont trop minoritaires par rapport à la valeur de votre parti. Non, mais écoutez, c'est peut-être que, bon, c'est sympa tout le monde qui va passer à la télévision, dire, écoutez, moi je suis compétent, je ne suis pas compétent. Non. Si nous avons la chance peut-être de passer à la télé pour que les gens nous sachent ce que nous sommes, ça c'est autre chose. Mais il y a beaucoup de valeurs au sein du parti. Ça c'est vrai. Mais un parti politique qui ne prépare pas sa relève n'en est pas un. Et donc, dire que condamner, pourquoi nous avons... En fait, les gens sont en train de laisser la jeunesse en train d'émerger, je crois peut-être que ce sont des questions... C'est à tort qu'on se pose des pareilles questions. On doit préparer la relève, et la relève est en train de prendre place. Je pense peut-être que nous devons nous en féliciter. Parce que, mais une relève qui ne rassure pas. Écoutez, une relève qui est dans la jouissance, selon les téléspectateurs. C'est vous qui dites que la jeunesse ne rassure pas. Est-ce qu'on a donné à cette jeunesse une quelconque responsabilité pour mesurer la capacité de pour mesurer leur confiance, pour mesurer leur capacité d'action? Je ne crois pas. Je pense peut-être qu'il est grand temps que nous puissions faire la politique autrement. Parce que moi, mon credo, c'est de faire la politique autrement. Nous avons toujours des a priori lorsque on a nommé ou on donne la responsabilité à tel ou à tel autre individu. Nous avons des a priori. Non, nous ne devons pas juger quelqu'un par rapport aux a priori. Non. On juge une personne par rapport aux actes qu'il pose. Et moi, je pense à cette jeunesse-là, nous devrions la considérer ou ne pas la considérer, c'est lorsque nous la voyons à l'œuvre. Et je pense peut-être que nous avons une jeunesse qui est en train de se débrouiller convenablement. Et je crois peut-être que nous n'avons pas tort de laisser cette jeunesse en train d'émerger. Merci. Maître Bernard Takaïché, la première thématique avec vous, c'est sur l'état des droits. Vous êtes un ancien ministre de la Justice, vous êtes la personne la mieux placée pour nous aider à comprendre l'état de droit sous le régime de Félix-Antoine Tshilombo-Tshisekedi. Vital Kamerhe a quitté aujourd'hui, il a été arrêté au moment de votre règne. Quelle est votre analyse d'abord sur l'arrestation de Vital Kamerhe et sur ces processus? Il y a ceux qui pensent que les processus n'étaient pas crédibles. Quand vous l'avez arrêté, c'était sans fondement, tout était mal fait. Je ne crois pas que ceux qui raisonnent de cette façon-là ont tort de raisonner de cette façon-là. Nous sommes en train de réclamer la démocratie, nous sommes en train de réclamer l'état de droit. Et l'état de droit, pour moi, en ce qui me concerne, c'est la dictature de la loi ou de loi, des textes qui nous régissent, des textes qui nous gouvernent. Et donc, dire que bon, les gens sont en train de trouver l'arrestation, la libération de... Non, ce n'est pas un jeu de cache-cache, non. Je pense que c'est cela, l'état de droit. Et nous pensons, lorsqu'une personne est suspectée d'avoir posé des actes répréhensibles, cette personne-là doit être poursuivie. Et c'est ça ce qui a été fait. Je me rappelle, c'était lors d'une réunion du Conseil des ministres, où nous avions remarqué que l'argent qui était affecté pour la fabrication, pour la mise en place de maisons préfabriquées, était plus que ce qu'on avait estimé, et que l'impact de cet argent-là n'était pas visible. Il était question que nous puissions nous poser des questions. Et c'est la question que le président de la République s'était posée. Et c'est comme ça qu'il avait ordonné qu'il y ait des enquêtes là-dessus. Mais les enquêtes ont commencé et ces enquêtes ont abouti à l'arrestation de M. Kamerhe, que je salue en passant d'ailleurs.
Monsieur Lazik, on peut avoir ces images si vous en avez. Alors, Monsieur Kamer a été arrêté, et pas seulement Monsieur Kamer, il y a d'autres personnes, le Jamal, c'était tout un groupe, hein, et d'autres personnes qui ont été arrêtées. Et c'est tout à fait normal que la justice puisse chercher à savoir qu'est-ce qui s'était passé exactement. Et nous avons assisté à la condamnation de Monsieur Kamer et consorts. Et puis, il est allé en appel. En appel, il a été condamné également à 13 ans de servitude pénale. Mais comme toute autre personne, parce qu'il n'est pas dit tout simplement parce qu'il est Kamer qui ne peut pas se pourvoir en cassation. Il est allé en cassation. Et la cassation a demandé à la Cour d'appel de revoir sa décision. De revoir, pas revoir la décision, d'essayer de réexaminer ces dossiers-là. Parce qu'il y avait, on ne peut plus parler au conditionnel, il y avait certaines règles qui n'étaient pas respectées par cette Cour-là. Et la Cour d'appel de la Gombe, de Kinshasa-Gombe, a statué sur le cas selon les exigences de la Cour de cassation et a rendu un verdict qui a innocenté bien entendu, M. Kamer. Moi, je dis que c'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit voudrait dire quoi? C'est la dictature de texte, c'est la dictature de lois, de règles qui nous régissent. Autrement dit, nous avions tous soutenu, souhaité qu'il y ait l'indépendance de la justice. Et lorsque la justice est en train de faire ce travail, tant bien que mal, ce qui est vrai, tout le monde ne peut pas être d'accord avec cette justice-là, et elle est en train de faire son travail, et je ne pense pas que nous devons donner l'opportunité aux gens, aux hommes politiques, de pouvoir interférer. Et quand vous regardez la loi sur l'appareil judiciaire, ni le président de la République, ni le ministre de la Justice et garde-sceaux ne sont dans le Conseil supérieur de la magistrature. Donc on a laissé totalement l'indépendance à cette magistrature pour qu'elle puisse se gérer normalement. Mais ce qui est vrai aussi, et c'est ça ce que j'ai toujours dénoncé, et quand j'étais en train d'animer ce département-là, je rappelais toujours aux magistrats leur devoir. Et je leur disais toujours, le jour où vous allez effectivement vous rendre compte que vous êtes indépendant, c'est ce jour-là où nous allons commencer le début du développement de ce pays. Et c'est le début même de la justice équitable. Et je me suis rendu compte que les magistrats ne s'est pas encore mis dans la peau d'une institution qui est vraiment indépendante. Et c'est ça ce que j'ai toujours dénoncé. Et j'ai toujours dit encore, je disais toujours aux magistrats, et je continue à le dire, qu'il ne faudra pas qu'on fasse que ce magistrat-là puisse commencer à faire des choses de façon spectaculaire. Spectaculaire voudrait dire... C'est le cas de Vital Kamerhe. On arrête une personne le matin et le soir on le libère. Je vous relance, monsieur le ministre, c'est le cas avec Vital Kamerhe, c'est déjà le passé, mais quand même, dans votre bagage, ces problèmes demeurent. Kamerhe a été arrêté de manière injuste, on n'avait pas respecté la procédure, ni l'état de droit, il a été pris comme quelqu'un, vous voyez. Donc, est-ce que tout ça, vous étiez au courant d'abord? Je ne vous permets pas de dire qu'il a été arrêté de façon injuste. Non seulement en tant que juriste, avocat professionnel, pratiquant, mais aussi en tant que quelqu'un qui a géré le département de la justice. Il n'avait pas été arrêté de façon injuste. Non. Ces avocats l'ont relevé. Écoutez, l'avocat défend toujours son client. Défend toujours son client. Il a été certes arrêté. Injuste ou pas injuste, il ne nous appartient pas, nous, de dire qu'il a été arrêté de façon injuste. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres personnes, ses acolytes, des gens, de ses sympathisants, qui puissent dire qu'il a été arrêté de façon injuste. Mais nous disons qu'il n'avait pas été arrêté de façon injuste. Les enquêtes, il a été suspecté, ou ils ont été suspectés. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes,
et le processus a continué jusqu'à sa libération. Et je pense que c'est ça l'état de droit. Sinon, on aurait dit, qu'est-ce qui manquerait si la justice n'était pas indépendante, qu'est-ce qui manquerait au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de dire, écoutez, ces messieurs, vous devez les garder, et puis jusqu'à ce qu'il va purger sa peine. Rien ne l'empêchait. Maître Bernard. Je voudrais terminer, chuté par là, mes excuses. Je voudrais tout simplement dire que ils ont été arrêtés, Kamere et consorts, ils ont été arrêtés, la justice a fait son travail, et jusqu'à la fin de la procédure, il a été acquitté. Et c'est tout à fait normal. Est-ce que l'arrestation, le procès Kamere, c'était un procès politique ou un procès qui respectait les lois de la République? Parce qu'il y a ceux qui pensent que vous avez eu les injonctions pour l'arrêter, il clamait son innocence. Aujourd'hui, il a été acquitté, ce qui veut dire que c'était politique, cette arrestation. Ceux qui disent qu'il y a eu des injonctions, ces injonctions pouvaient toujours continuer. Est-ce que c'est aujourd'hui que la justice est indépendante pour qu'on le libère? Alors qu'hier, il y a eu des injonctions. Je ne crois pas. Ça, ce sont des affabulations. Ce sont des raisonnements imaginaires, des raisonnements qui ne tiennent pas debout. Donc, il a été arrêté, je répète, il a été arrêté normalement parce qu'il a été suspecté. Donc, il a été suspecté d'avoir commis un forfait. Le processus a continué. Comme toute autre justice partout ailleurs au monde, il a été arrêté, il a été condamné au premier degré, il a été condamné au deuxième degré. Il a usé de ses droits. Il est allé en cassation et la cassation a demandé à la Cour de revoir sa décision et c'est ça ce qui avait été fait. Il a été acquitté. C'est tout à fait normal. J'ai suivi d'ailleurs il n'y a pas longtemps une décision, je crois que ça doit être aux États-Unis, si pas aux États-Unis, où une personne avait été reconnue par la justice comme avoir commis un meurtre. Cette personne avait été exécutée, condamnée et exécutée, mais plus de 11 ans plus tard, 11 ans, on a reconnu à cette personne qu'elle n'était pas la personne qui avait commis cette infraction-là. Donc, on l'a lavé. Vous voyez, la justice a ses pesanteurs, a ses problèmes. Vous n'allez quand même pas me dire que partout d'ailleurs, et les États-Unis, c'est un pays qui est, bon, en fait, à la limite de la démocratie parfaite, mais où toutes les institutions fonctionnent normalement. Mais quand il y a des impairs de ce genre-là, vous n'allez pas même dire que chez nous, où nous manquons certaines choses importantes pour soutenir cette justice, et s'il y a des petites erreurs qui se sont commises de cette façon-là, il y a lieu de les corriger, et je pense peut-être que les choses continuent. Et c'est ça la démocratie, c'est ça l'état de droit. Maître Bernard Takaichi, je rappelle que vous êtes un ancien vice-ministre de la Justice sous le règne du Premier ministre Elon Kamba. C'était sous votre règne que Vital Kamerhe était arrêté, le procès 100 jours avait vu jour. Mais une question directe, monsieur le ministre, regardez-moi, il y a ceux qui pensent que le procès Kamerhe, c'était un procès de la honte. Est-ce, sentez-vous, ce fardeau sur vous, que c'était un procès de la honte? Aujourd'hui, il est acquitté. Je ne sais pas, pourquoi vous insistez sur cette situation-là? Le procès de la honte, ça veut dire quoi exactement? Moi, je dis que la justice a fait son travail. Il y a une personne ou des personnes qui ont été suspectées. On dit que vous étiez instrumentalisé, vous le ministre. Cette instrumentalisation-là ne peut pas... comment a disparu? Pourquoi on a acquitté la personne qui avait instrumentalisé la justice hier n'est plus là? C'est la question qu'il faut se poser. Cette même personne qui aurait instrumentalisé, comme d'autres personnes le prétendent, aurait instrumentalisé la justice, est-ce que cette personne a disparu? Est-ce que c'est Maître Bernard Takaichi quand il était vice-ministre de la Justice ou vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux ad intérim qu'il avait instrumentalisé la justice? Non. La justice a fait son travail normalement. Ça voudrait dire qu'il y a 2 personnes qui avaient été suspectées, elles ont été arrêtées, elles ont été condamnées au premier degré, la personne a usé de ce droit ou les personnes ont usé de leur droit.
Ils sont allés en appel, et de l'appel, ils ont été condamnés, ils se sont pourvus en cassation, et la cassation, le haut juge, ont dit ce qu'ils ont dit, et aujourd'hui, Kamer a recouvré sa liberté. C'est ça la justice, c'est ça l'état de droit. Si vous me dites que c'est le procès de la honte, et qu'il a été arrêté peut-être pour des raisons politiques, est-ce que ces raisons ont disparu en même temps? Je ne crois pas. Je vous donne un élément. Parce que quand Kabouya a dit que Kamer a été arrêté grâce au FCC, vous étiez ministre de la Justice, vous étiez de l'UDPS. Quelle est votre analyse? Écoutez, Kabouya, c'est le secrétaire général du parti. De l'UDPS, votre parti. De l'UDPS. Il est suffisamment informé. Bon, je sais qu'il est suffisamment informé. Okay. Mais il y a un homme politique et il y a un homme d'État. Vous êtes aussi politique. Je suis politique et homme d'État. En ce moment-là, je gérais les affaires de l'État. Et j'étais un homme politique. Non seulement un homme politique, mais un homme d'État qui a dans sa mallette la casquette politique et qui a des secrets d'État. Mais ici, dans le cas d'espèce, je dis encore et je le répète, il n'y a pas eu, ou il n'est pas question de dire que Kamer a été arrêté pour des raisons politiques. Non, je dis que Kamer a été arrêté comme tout le monde pouvait l'être. Comme tout le monde pouvait être arrêté, suspecté, il a été déféré devant la justice a fait son travail, jusqu'à ce que M. Kamer a recouvré sa liberté. Il a été acquitté. Et donc, moi je dis que c'est ça aussi l'état de droit. Les mêmes personnes qui étaient, pendant que Kamer était au pouvoir, pendant que Kamer était arrêté, ce sont les mêmes personnes qui sont toujours là. Si ces personnes-là avaient la possibilité ou étaient intervenues pour ce qui est de l'arrestation de Kamer, ils pouvaient aussi le faire pour qu'il reste en prison. Maître Bernard, donc c'est pour dire, je chute encore là, excusez-moi, c'est pour dire simplement que la justice a fait son travail. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ce principe de double degré de juridiction. Les doubles degrés de juridiction, ça veut dire, lorsqu'on n'a pas été d'accord avec le juge, le premier juge, on peut saisir le deuxième juge, c'est légal, c'est la loi. Et le juge d'appel peut réformer la décision entreprise comme il peut la confirmer. Et la loi dit, lorsque la personne n'est toujours pas d'accord, elle peut se pourvoir en cassation. Et c'est ça ce que Kamer a fait. Il a usé de ce droit. On pouvait le lui interdire. On pouvait lui interdire d'aller se faire soigner. Vous m'avez vu, quand j'étais aux affaires, je suis allé lui rendre visite et j'avais plaidé pour qu'il se fasse soigner. S'il avait quitté la prison, sa cellule, pour le centre Nganda, c'est parce que nous sommes humanitaires, nous avons pensé qu'il fallait qu'il puisse... Mais vous voulez aller à l'étranger, vous l'avez interdit plusieurs fois. Non, on n'avait pas. Il n'y avait pas d'inquiétude en ce moment-là pour qu'on le laisse partir parce qu'il était bien pris en charge par le centre Nganda, pour ne pas les aider. Il était bien pris en charge et lorsque la situation s'est avérée encore beaucoup plus compliquée, on l'a évacué. Alors, on pouvait toujours refuser toutes ces procédures-là s'il y avait des procès d'intention. Monsieur le ministre Bernard Takaiche, l'histoire est têtue, devoir de mémoire, on en parle. Tous les juges qui étaient dans les procès camérés, sous votre gestion, en tant que vice-ministre de la Justice, vous faisiez l'intérim, parce que le ministre n'était pas là, Toumbe Akasende, il était bouté dehors, parce qu'il y avait une politique qui soit dehors, selon les gens du FCC, que vous avez comploté, selon eux. Tous les juges ont été promis. Quelle était la motivation? Oh, je ne sais pas. Bakenga et son groupe, tout. Après le procès caméré, ils ont eu des grades, ils ont été promis. D'abord, vous devez savoir que Bakenga n'avait pas commencé avec ces dossiers. C'est quelqu'un d'autre qui avait commencé avec ces dossiers. Juge Yanni. Père à son âme, malheureusement, qu'avez-vous fait avec sa famille? Pardon? Qu'avez-vous fait avec sa famille? Vous étiez quand même ministre de la Justice. Écoutez, je crois que sa famille est prise en charge, comme tout fonctionnaire de l'État. Et je crois peut-être que son salaire, sa femme, sa famille
sont en train de bénéficier de son salaire. Il y a peut-être d'autres subsides que j'ignore d'ailleurs pour le moment. Mais je sais que tout va bien. Ce n'est pas parce qu'il avait été victime de quelque chose que nous avions souhaité. Non. C'est tout simplement parce qu'il a été fonctionnaire de l'État, dans ce sens large. Ça veut dire qu'il a servi l'État et il a été pris en charge. Sa famille est en train d'être prise en charge par l'État congolais. Si je ne m'abuse pas, peut-être qu'il y a certaines subsides qu'il bénéficie. Avant que vous puissiez répondre à la question que je vous ai posée, une parenthèse, parce que c'est les devoirs de mémoire, hein, le peuple nous suit, c'est vraiment important. Quelles étaient les circonstances de la mort de Giugiani? Empoisonné? Asphyxié? Non, je ne peux pas vous dire qu'il a été empoisonné, qu'il a été tué, qu'il a été ceci. Je ne suis pas juge, je ne suis pas ce dossier. Vous étiez la personne la mieux informée. Écoutez, j'étais la personne la mieux informée. Alors, c'est vrai. Mais il était mort de quoi? Écoutez, il faut laisser la justice faire son travail. C'est pas moi qui viendrai dire sur un plateau de télévision que non, il est mort. Vice-ministre de la Justice. Je représentais la justice, cela ne veut pas dire je représentais l'appareil judiciaire. Vous ne connaissez pas les circonstances de sa mort, au moins encore de quoi il était mort? En fait, je suis censé ne pas le connaître. Je suis censé ne pas le connaître parce que s'il y a un dossier qui avait été ouvert, donc il suit son cours normal. Alors, le juge, tout ce qui était dans le procès Kamere est promis. Sûrement, vous avez à paraffer une signature pour qu'il soit élevé au rang là où ils sont. C'était quoi la motivation? Non, tous? Écoutez, pas tous, je ne crois pas. La majorité? Non. 95% alors. Je dis tous, ça veut dire quoi? Bakenga n'avait pas commencé avec ces dossiers, j'ai commencé à le dire. Le président Bakenga n'avait pas commencé avec ces dossiers. C'est le président Yanni, paix à son âme, qui avait commencé à ces dossiers. Malheureusement, il nous a quittés prématurément. Et le président Bakenga a pris la relève. Et c'est tout à fait normal qu'il aille jusqu'au bout. Dire qu'il a été... Non, tout simplement, ce n'est pas une récompense. C'était quoi? C'est par rapport à ses mérites qu'il a été promu. Je ne crois pas que si aujourd'hui... Si hier, moi, j'étais promis vice-ministre de la Justice. Et ça veut dire que non, mais il y avait les dessus des cartes. Non. C'est tout simplement qu'on avait constaté que j'avais un palmarès qui était alléchant. Ça veut dire que j'avais un âge politique dans l'UDPS beaucoup plus important. Peut-être qu'ils ont estimé que j'étais beaucoup plus compétent pour gérer ce département-là. Et voilà. Monsieur, est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous répondez? Oui, bien sûr. Je me sens voilà, très à l'aise. Qu'est-ce que je reprocherais au président de la République d'avoir nommé un certain Bakenga président du tribunal? Parce qu'on dit que les procès, c'était les procès de la honte. Non, les procès politiques. Je vous ai posé la question, une question directe. Quelle était la motivation pour que tous ces juges qui étaient dans les procès Kamere, qui soient promis? Vous étiez vice-ministre. Sûrement, vous connaissez la motivation. Est-ce que les intentions politiques ont cessé d'exister? Je sais que c'est vous qui posez des questions, moi je réponds. Mais je me dis, ces intentions politiques existent toujours. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est toujours président de la République. Et je crois fermement qu'il sera réélu. Et donc, nous sommes en train de nous préparer pour ça. Donc, ces intentions existent toujours. Si nous avions comme intention d'avoir bloqué un animal politique beaucoup plus important qui pouvait peut-être nous bloquer la route, je crois que cette situation, en la quittant, ça veut dire que nous avons remis Kamere sur la scène politique et il peut toujours nous faire du mal. Du mal, ça voudrait dire il pourrait toujours nous mettre en difficulté au moment opportun. Mais je dis non. Les problèmes politiques existent et existeront toujours. Je venais de le dire et j'insiste. Ce qui est vrai, quand on est un homme politique, de la trempe de M. Kamere, on n'est plus un homme comme tous les autres, c'est vrai. Et lorsqu'il y a un processus, il y a quelque chose qui se déclenche autour de lui, les gens doivent commencer à se regarder, ça c'est vrai. Si beaucoup de gens
parle de l'acquittement de Kamer aujourd'hui, c'est par rapport à son aura politique. Mais si c'était un certain, peut-être Delphin, qui était arrêté, peut-être Delphin est connu parce qu'il est tout le temps à la télé, mais si c'était un citoyen lambda là, qu'est-ce qu'on allait dire? Parce qu'il n'y a pas seulement Kamer qui a été libéré. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont... Les DG de Sokok, il y a autant de gens qui Il y a d'autres personnes qui ont bénéficié de grâce présidentielle, qui ont bénéficié injustement, selon Kapiamba. Justement, pas injustement. Injustement. Pas seulement. Il y a de la grâce présidentielle, il y a le ministre de la Justice qui a signé un arrêté de libération conditionnelle. Bon, en fait, tout ça, ça ne veut pas dire... Parce que ce sont des gens que vous ne connaissez pas, et bon, vous ne parlez pas de lui. Vous parlez de Kamer parce que c'est un homme public, c'est un homme politique, c'est un animal politique qui a une audience populaire, qui a une audience sur le public. C'est comme ça que les gens parlent. Monsieur le ministre, est-ce que vous subissez la pression? Soyez clair avec Par rapport à quoi? Est-ce que vous subissez la pression? Par rapport à quoi? Par rapport aux politiques. Je ne sais pas de quelle pression vous me parlez. Je n'ai aucune pression sur moi. Par rapport On dit à plutôt quoi? que vous n'étiez pas libre d'agir seul. Vous recevez les injonctions. De qui? En fait, il faut savoir. Je recevais des injonctions de qui? Ce qui est tout à fait normal, d'abord, peut-être que les gens ne le savent pas. J'étais dans un gouvernement où j'étais en charge de la gestion du département de la justice. Qui dit la justice, c'est avec tous ses corollaires. Et je devrais, en principe, être parfaitement informé de tout ce qui est en train de se passer. Ce qui est évident. Recevoir des injonctions, je ne crois pas. J'étais dans un gouvernement, j'étais ministre. Au-dessus de moi, il y avait le Premier ministre, de qui je dépendais directement. Et au-dessus du Premier ministre, il y a le Président de la République. Et qui avait décidé que le DG de Sokok quitte la prison? Vous ou les autres? Bon, pourquoi cette question-là me colle toujours et revient toujours partout là où je passe? Non, je dis, le ministre de la Justice, et là les gens doivent comprendre, le ministre de la Justice, à lui seul, ne décide pas de la libération de tel ou de tel autre. Le ministre de la Justice met en place une commission. Il y a le parquet général, donc les responsables du parquet général près la Cour de cassation, qui est en charge de gérer les dossiers de prisonniers. Il y a le genre du ministère, il y a la présidence, il y a la primature, les conseils supérieurs de la magistrature, réunis. C'est lorsque ce genre-là réunis et font des recommandations que le ministre de la Justice exécute ces recommandations-là. Donc, dire que non, mais écoutez, bon, j'ai subi des pressions, non, mais j'ai subi des pressions, non, non, non. Il y a eu un processus, il y a eu un comportement qu'il fallait adopter à ce moment-là, en tant qu'homme d'État. Je l'ai adopté avec beaucoup plus de courage, avec beaucoup plus de détermination, parce qu'il y avait derrière ça une vision. Monsieur le ministre, je me rappelle de vous avoir reçu avec Georges Kapiamba en face. Oui. Les images existent. Oui. Vous avez dit que vous assumez. Bien sûr. Que vous avez accepté que le DG de Sokok quitte la prison, mais vous n'étiez pas seul. Kapiamba, vous avez démontré que ce n'était pas légal. Vous avez dit que c'était une décision politique. Non, je n'avais jamais dit que c'était une décision politique. Parce que ce n'était pas légal, c'était quoi? Écoutez, je viens de vous démontrer comment les choses se font. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Okay. Et Maître Kapiamba, que je salue en passant, le sait pertinemment. Le ministre de la Justice, dans le cas d'espèce, ne prend pas de décision seul. Il y a toujours une commission qui est mise en place, où il y a toutes les différentes institutions. Il y a la présidence de la République, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, il y a les gens du ministère le ministère de la Justice. Une commission discute et font des recommandations. Et là, parce que moi j'étais en ce moment-là, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Parce que c'est moi qui gérais en ce moment-là ce département, j'ai eu le courage de prendre une décision
qui était salutaire pendant un moment donné. Ce comportement a été dicté non pas par un individu quelconque, mais par un principe non seulement d'équité, mais il y avait une vision qui était derrière ça. Ça veut dire le monsieur de Sokok, qui est en train de faire d'ailleurs du bon travail à Goma. Quand vous regardez les artères de Goma, vous n'allez même pas vous imaginer que vous étiez dans un pays, en République démocratique du Congo. Et donc, ce sont des choses que nous devons saluer. Merci. Cela ne veut pas dire qu'il a été libéré et il a croisé ses bras et il est allé. Non, non. Merci. Il a continué à travailler. Et je crois que ce travail-là est salutaire pour le peuple congolais. Merci, monsieur Bernard Takashi. Nous évoluons avec vous avant de prendre la deuxième thématique, mais il y a des questions qui restent encore en souffrance. Je précise que monsieur Bernard Takashi, qui est ici avec moi, c'était un ancien vice-ministre de la Justice sous le régime de Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi, sous la direction du Premier ministre Ilou Ilunkamba, le professeur Ilunkamba. Mais monsieur le ministre, le chef de l'État, quand il signait la grâce présidentielle, vous, en qualité de ministre, vous devez examiner qui devait bénéficier de cette grâce présidentielle. Dans la liste, il y avait Franck Diongo, Eddie Capen, mais un cas qui semblait très compliqué, c'était le cas de Djomindongala. Selon les accusations et sa condamnation, il avait violé. Apparemment, le viol ne pouvait pas bénéficier de la grâce présidentielle. Étiez-vous au courant? Écoutez, d'abord, je dois préciser d'abord que Donga n'avait pas été arrêté sous mon régime. Moi, je n'étais pas encore au pouvoir. Il y a la continuité de l'État. Dongala avait été arrêté et avait été libéré. Donc, il avait été libéré avant que je ne gère le département de la justice. Mais ce qui est vrai, il avait été arrêté, il avait été libéré sous condition et il y a des conditions qui lui avaient été imposées. Mais je ne peux pas me prononcer là-dessus. Parce que c'est un dossier dont je n'ai pas assez de maîtrise. Mais par contre, pour ce qui est de ce que les gens sont en train de s'épiter par rapport au dossier de Sokok et de M. Sokok et de M. Wenga, je pense peut-être que je crois l'avoir dit, et je le répète, et j'insiste. Il y avait un comportement, pendant ce temps qu'il y avait certains impératifs, en ce moment-là, qui avaient dicté mon comportement. Et ce comportement n'a pas été l'œuvre simplement d'une imagination de Maître Takaïché. Non. Ça a été le concours de plusieurs institutions mises dans une commission. Donc vous n'êtes pas le seul responsable. Et donc, vous vous dédouanez un peu. Non, je ne suis pas en train de me dédouaner. Je vous donne tout simplement la procédure, les processus. Comment nous arrivons à prendre des décisions. Merci. C'est ça peut-être que les gens ne comprennent pas. Hein, les citoyens lambda ne comprennent pas. Ça, vous devez comprendre que lorsque le ministre de la Justice, dans le cadre qui était de Jean de Sokok d'ailleurs et de tout le monde, il n'a pas le pouvoir de prendre une décision d'autorité. Il y a beaucoup d'institutions qui sont représentées et il n'exécute que les recommandations. Ce qui est vrai. Il peut examiner, il a la possibilité de pouvoir réexaminer les dossiers et essayer de prendre position. Mais moi, je venais de dire, en ce qui me concerne, il y avait des impératifs qui avaient dicté mon comportement en ce moment-là et j'étais courageusement appelé à prendre cette décision. Merci. Et je l'ai prise. Merci. Et j'en suis fier d'ailleurs. Merci. La dernière question, regardez la caméra pour ce sujet ici. En qualité de ministre et ministre intérimaire, qu'avez-vous fait pour l'appareil judiciaire? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui nous regardent pouvaient dire, ok, sur votre passage, les juges, les avocats, ainsi de suite, que vous avez quand même à laisser des empreintes? Non, écoutez, bon, je crois peut-être que les juges, les magistrats, savent ce que j'étais et savent ce que je voudrais apporter comme réforme, comme initiative. Mais je voudrais dire, ce n'est pas dans une année,
ou dans 10 mois, 11 mois que j'avais passé à la tête de ce ministère, que je pouvais apporter beaucoup de réformes. Non. Mais je ne cessais de le dire. Et je ne cesse de le dire. Et même s'il m'arrivait de reprendre ces fonctions-là, la première des choses, c'est que je dois être courageux. Courageux d'apporter des réformes, des profondes réformes. Et cette réforme-là, ou ces réformes-là, doivent être suivies des bonnes volontés, des bonnes foi de la personne qui apporte ces réformes-là. Ça veut dire quoi exactement? Vous avez vu, lorsque M. Tounda était là, il y avait des choses qui avaient été faites, mais malheureusement mal faites. Et pendant un moment où il y avait des turbulences politiques qui ne pouvaient pas permettre à ce que les choses aillent de l'avant. Les lois, par rapport les 2 lois qui avaient été initiées par les parlementaires, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, Minakou, avait été décriées. Donc, c'est normal que... Mais moi, je dis, s'il m'arrivait de reprendre ce ministère, je dois vraiment alors veiller et apporter de grandes réformes. Des grandes réformes, je ne peux pas comprendre. Un ministre de la Justice et garde-sceaux qui définit la politique criminelle de la nation. Le ministre de la Justice qui, lorsqu'il constate qu'il y a des forfaitures quelque part, il donne des injonctions ou une injonction au procureur général pour qu'il puisse poursuivre. Je ne vois pas que ce ministre-là, lorsqu'il a donné l'injonction, il reste croiser les bras et regarder comment le procureur général est en train de s'amuser. Je ne crois pas que ça devait se passer de cette façon. Voilà pourquoi je dis qu'il faut apporter des... Le ministre de la Justice qu'il est, lorsqu'il a donné une injonction au procureur général ou au procureur de poursuivre, il doit, parce que c'est l'appareil séculier, c'est l'instrument séculier, donc l'instrument important du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif, le parquet. Le parquet, après instruction, ce n'est pas qu'on doit donner encore des instructions d'arrêter, non, non. Après instruction, s'il estime qu'il n'y a pas de faits répréhensibles, il fait rapport au ministre, il dit, écoutez, les dossiers pour lesquels vous m'avez fait injonction, voilà les résultats. Mais je l'ai fixé parce que j'ai trouvé que la personne est coupable de telle ou telle autre chose et elle doit être poursuivie. Dans le cas contraire, faire ne serait-ce que pour que le ministre, qui est un homme politique, ait les éléments de langage. Ok, merci. Monsieur le ministre, chers téléspectateurs, vous devez au moins comprendre, nous avons un ancien ministre de la Justice sur ces plateaux. Voilà pourquoi 90% de cette émission reste sur l'état des droits. Vous êtes sans ignorer, il y a trop de problèmes sur notre justice, même les chefs de l'État. Ils s'étaient plaints par rapport à la justice. Ils pensaient que la justice pouvait s'améliorer, mais jusque-là, il y a encore de quoi. Mais monsieur le ministre, avant que nous puissions parler d'autres choses, mais il y a une question. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, le public m'a envoyé des questions. Le président Mouka, peut-être, il est devant la télé en train de suivre. Je vous prends seulement ces cas, mais il y a autant de cas comme ça. Vous étiez ministre de la Justice. Les dossiers Mouka, Gabriel Mouka, des parcelles, vous avez peut-être signé quelques documents. Pourquoi le monsieur a tous les documents selon lui, mais sous votre gestion, il n'est pas entré en possession de ses biens? Je ne crois pas que ce soit le problème des ministres. C'est un cas. Parce qu'il y a autant de cas comme ça. Parcelles, spoliation, ainsi de suite. Je ne peux pas me focaliser sur le cas Mokia, mais je parle globalement. Okay. Lorsque j'étais là, et je crois que les gens peuvent en témoigner, je suis très sensible à ce genre de choses. Très sensible. Parce que moi-même, j'en suis victime. Okay. Avant que je ne sois ministre, j'ai été victime de certaines choses et qui perdurent. Et les gens pouvaient dire, pendant que j'étais ministre, pouvaient dire non, peut-être il est en train d'user de son influence pour faire ceci. J'ai des décisions de justice qui ne sont pas, jusqu'à présent, exécutées. Donc, ce sont des choses que nous devons tous condamner. Ce sont des choses que nous devons chercher à corriger. Et j'en appelle à ceux qui gèrent la République pour le moment, de pouvoir faciliter les choses. Et si vous constatez, dans la plupart des cas, et ça, ce sont des choses que nous sommes en train de décrier, ce sont les magistrats eux-mêmes qui enfreignent
et qui marchent sur leur décision. Il y a une décision de justice, vous pouvez voir qu'il y a un magistrat qui intervient pour que cette décision ne soit pas appliquée. Et ça, ce sont des choses que nous devons condamner. Ou soit il y a des hommes politiques qui interviennent pour que la décision soit condamnée. Mais où est l'état des droits dans ce cas-là? Il n'y en a pas. Par rapport au Mais par contre, je je disais que je ne dois pas me focaliser sur le dossier Mokia. Parce que, écoutez, c'est un ancien candidat. Voilà c'est un homme comme tout le monde, et je parle globalement. Je dis que ce sont des choses que nous devons condamner. Si cette décision-là a été prise en bonne et due forme par une institution compétente, je pense qu'il y a lieu de l'exécuter. Et donc, je ne peux pas faire tout simplement une émission par rapport au dossier Mokia. Donc, je parle globalement. Je vous dis d'ailleurs, moi-même, je suis victime j'ai une décision de justice. Avant que je sois ministre, pendant que j'étais ministre, cette décision souffre toujours. Même au moment où je suis en train de parler. Je me souviens, hier, je ne sais pas, hier ou avant-hier, j'ai discuté encore avec le procureur général au téléphone, le procureur général près la cour d'appel de Kizé-Zamatete, pour que cette exécution-là ait lieu. J'ai même porté plainte, mais les dossiers n'avancent pas. Je me dis pourquoi nous devons continuer avec ce genre de choses. Merci. Ce sont des choses que nous devons décrier, mais nous devons continuer à faire un effort. C'est ça ce que j'étais en train de dire quand je disais qu'il faut apporter des grandes réformes. Et même lorsqu'il y a un justiciable qui vient se plaindre, qui attend, dans un bref délai, une décision de justice pour le remettre à sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Les dossiers prennent des années et des années. Et ça, ce sont des choses que nous devons corriger. Mais l'état des droits sous Félix, apparemment, non. Cet état des droits marche avec des béquilles, vous le ministre, vous plairez, alors le petit peuple pouvait dire quoi? Je ne dois pas dire que c'est le problème du président, de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un problème de nos lois que nous devons absolument essayer de réajuster pour que les choses ne puissent plus traîner. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une décision, moi je suis propriétaire d'une maison, j'ai tous les documents, mais je vais en justice parce qu'il y a telle personne qui a spolié ma parcelle. Et donc, pour ce dossier-là, je dois faire 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. C'est incroyable, c'est inacceptable. Bon, la justice marche avec les béquilles. Ce sont des choses, ce n'est pas simplement la justice, parce qu'à cette justice-là, il faut donner des lois qu'il faut pour qu'elle aille de l'avant. Donc, il y a insuffisance. Et j'étais en train de dire, il y a un problème de loi, il y a aussi un problème de bonne volonté de certains animateurs. C'est comme ça que moi je dis. Et je me suis toujours dit que moi je suis de bonne foi. Et je suis de bonne volonté. Et je suis de gens qui... Je suis parmi les gens qui sont animés de mauvaise volonté pour que les choses changent. Et pour preuve, j'ai fait presque 11 mois au ministère de la Justice en train d'animer ce département-là. Vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un qui dit non mais écoutez on a corrompu Takashi. Non. Je suis resté égal à moi-même. Parce que j'ai une idéologie, j'ai une vision, j'ai une approche pour que les choses aillent de l'avant. Merci. Et c'est ça ce que j'étais en train de faire. Et je vais continuer à insister pour que les choses aillent toujours. Merci Maître Bernard Takaïchi. Il nous reste quelques minutes. Parlons-en. Il y a le problème à l'Est. Vous êtes sans ignorer que le pays est agressé. Le chef de l'État se démène pour trouver la solution. Quelle est votre lecture? Parce qu'on dit que notre armée est infiltrée, vous étiez quand même ministre de la Justice, il y a les électrons libres au sein de notre armée qui nous posent des problèmes. Quelle serait la solution selon vous? Bon, je ne suis pas un magicien pour apporter toute une solution, mais je sais que... Quelle est votre lecture alors? Je sais que le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, est en train de se démener par tous les moyens sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, est en train de se démener pour que la paix soit retrouvée au nord, à l'est de notre pays. Et je l'encourage, je le félicite pour ça. Mais nous devons faire plus. Okay. Nous devons tous nous engager dans cette direction-là. Dire que notre armée est infiltrée, oui, mais je dirais oui, notre armée est infiltrée. Est infiltrée, ce n'est pas seulement sous les régimes de... Tous les généraux qui sont là, ce sont des généraux qui ont été nommés, pas seulement des généraux, il y a beaucoup de militaires. Quand il y a eu brassage, on ne savait pas qui était de quelle province. On brassait seulement comme ça parce qu'il y avait des belligérants qui étaient en train de se partager les postes. Donc, nous, à cette époque-là, on n'avait pas le souci de notre pays.
Non, ce qui animait à cette époque-là... De quelle époque vous parlez? Je parle de l'époque de Kabila. Votre mentor? Quand il y a eu excusez-moi, de brassage, on n'avait pas tenu compte de certains éléments importants. Connaître qui est Congolais, qui ne l'est pas. Ce qui voudrait dire... Vous pensez que dans notre armée, il n'y a pas de Congolais? Si, il y a des Congolais, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des Congolais. Des étrangers, les Rwandais? Évidemment, oui. Il y a des rapports qui avaient été faits par le service spéciaux, le service de renseignement, qui ont prouvé que dans nos rangs, il y a certaines personnes qui ne sont pas congolais, qui sont, et qui, on a déterminé même leur origine et leur lieu de naissance. Donc, dire que notre armée est infiltrée, oui, et c'est une grande pesanteur que nous devons relever. Elle est infiltrée, ce n'est pas pendant le régime de Kabila, de Tshisekedi. C'est depuis très longtemps que cette armée est infiltrée. Nous avons vu quand M. Laurent Désiré Kabila, président de la République à cette époque-là, paix à son âme, était venu, l'armée qui l'a soutenu, qui l'a amené au pouvoir, c'est l'armée rwandaise. Et nous avons vu les James Kabarebe et les autres là en train de gérer notre armée à nous. Mais ce n'est pas une honte si vous êtes en train de vous plaindre parce que quand le président... Je ne suis pas en train de me plaindre, j'ai fait un constat. Quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, je l'ai suivi, il a trouvé une armée structurée. Alors, Kabila avait fait quand même les avancées. Mais c'est ça, c'était ça le premier structuré, oui, parce qu'il y avait la gestion de l'armée et qu'on sort tout à fait normal. Et structuré, mais pas avec les Congolais? Non, écoutez, mais nous connaissons là, écoutez, notre armée là, nous avons une armée dont on ne connaît pas d'abord l'effectif. Vous êtes sûr? Je suis sûr. On ne connaît pas l'effectif normal ou les effectifs de cette armée-là. Comment vous le payez alors? Malheureusement. Ça c'est un. Deux, dans cette armée, on ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Parce que lors des brassages, on a pris des gens comme ça et puis on les a mis sur le rang de notre armée. Et nous sommes en train de subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est grand temps que nous puissions essayer de voir, pas avec un œil de xénophobie, ça veut dire de voir commencer à maltraiter les gens, s'attaquer aux gens, à s'attaquer aux étrangers, mais pour notre intérêt, pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je ne parlais pas d'une autre république. Nous devons prendre les choses à bras le corps et nous dire de vérité en face. Et nous imposer en tant qu'État pour que ce genre de choses cessent. Ceux qui ne sont pas Congolais rentrent dans leur pays. Mais vous avez fait 300. J'ai suivi une vidéo. Je dis ceci. Je vous ai envoyé cette vidéo. Je vous ai envoyé cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai suivi le président rwandais. Je vous avais envoyé cette vidéo. Le président rwandais Paul Kagame qui dit les problèmes des M23, parce que Kabila avait défait les M23 en 2013. Aujourd'hui, les M23 a refait ses faces parce qu'il y a eu vos accords avec le Rwanda. Les gens pensent que c'est ce qui assistait même le M23. Mais Paul Kagame dit dans la vidéo dont je vous avais envoyé que le problème de M23, le M23 d'abord, c'est les Congolais d'origine rwandais qui réclament les terres. Ils ont dit au président Félix, lui et le président Uhuru Kenyatta, de reconnaître ces gens-là, leur donner des terres, mais vous refusez, voilà le nez du problème. Écoutez, parce que je considère M23 comme un mouvement politique, militaro-politique ou politico-militaire. Et les revendications ne doivent pas être des revendications du genre appropriation de terres. Non, je ne crois pas. Les Congolais d'origine rwandaise. Un homme politique ne se résume pas, ne se dit pas tout simplement que moi je suis à Kinshasa, je ne suis pas chez moi dans le maniement. Je suis à Kinshasa. Et je fais la politique, je suis paisible, je suis là, je vaque à mes occupations comme je veux. À la limite de la loi. C'est ça ce qui devait animer nos amis, s'ils étaient réellement des Congolais.
Pourquoi ils doivent demander la terre? Vous les avez donné la nationalité, c'est de votre frère. Non. Les Banyamulenge, les chefs Je ne crois pas que ça doit être de cette façon-là. Ceux qui avaient ou ceux qui ont acquis notre nationalité, des Congolais qui ont acquis notre nationalité-là, ils ne se réclament pas d'une quelconque terre en France, par exemple. Mais les Banyamulenge, ils se disent simplement, nous sommes Français, par exemple, nous sommes Belges. Comme ça, par naturation, ils ne se disent pas, je suis Belge, ma terre, la terre de mes ancêtres, c'est à tel endroit. Non. Donc les Banyamulenge n'auront pas la terre, selon vous, parce que selon Kagame, s'ils veulent être des Congolais, il y a des lois. Il y a des lois. Il n'y a pas seulement les Banyamulenge qui réclament la nationalité congolaise. Il y en a plusieurs. Et qui suivent la procédure comme nous. Nous avons des gens de Bas-Congo, en fait, de Congo central, des gens d'Angola et ailleurs, qui sont très proches. Pourquoi tout ce problème ne se crée pas? Pourquoi? Nous avons des frontières avec les Congo-Brazzaville, où nous avons des tribus qui sont le même, de part et d'autre. Pourquoi il n'y a pas toujours ces problèmes-là? Pourquoi c'est simplement là-bas qu'il y a de ces problèmes? Donc c'est tout simplement qu'il y a autre chose que ce qui devrait, en principe, être porté comme revendication. Je pense que l'M23 a tort de faire ce genre de revendication. Le président de la République, je sais qu'il est en train de se battre pour qu'on ramène la paix. Et je ne crois pas, et c'est ça ce que je suis en train de dire, ça c'est ma position, je ne crois pas qu'on peut ramener la paix pour la paix. Non, en cédant n'importe quoi. Non, il faut être vigilant et il faut être strict avec certaines choses. Alors, monsieur le ministre, la toute dernière question, on est à la fin. On dit que la diplomatie de votre régime, parce que vous êtes de l'UDPS, c'est tellement faible et ce n'est pas une diplomatie agissante. La preuve année, vous avez accepté qu'il y ait une armée régionale, l'Ouganda, Burundi, Tanzanie, Sud-Soudan, Kenya, Congo, pour que cette armée puisse trouver la paix à l'Est. Ne pensez-vous pas que c'est un danger, c'est un piège pour la RDC? Non, il ne faut pas être trop paranoïaque. Paranoïaque, c'est voir les dangers un peu partout. Je ne crois pas que ça devait se passer de cette façon-là. Ce qui est vrai, nous devons rester vigilants. Très vigilants même. Mais la guerre à l'Est, il y a beaucoup de ramifications. Nous voyons simplement le Rwanda. Mais derrière le Rwanda, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des multinationales, il y a les États-Unis, en fait, il y a certains hommes politiques anglo-saxons qui sont en train d'alimenter ce genre de guerre. Et donc, nous devons être vigilants lorsque nous devons prendre telle ou telle autre orientation. Si le président a accepté d'aller discuter autour d'une table avec ses pairs, je pense qu'il n'avait pas ses homologues, je crois qu'il n'avait pas tort. Il ne doit pas s'isoler. Non, par contre, il doit essayer de solliciter les concours des autres pour la résolution de... C'est comme ça qu'il avait fait confiance au Rwanda, parce qu'il avait trouvé qu'il y avait des bonnes relations entre le Rwanda et la RDC, et il ne pouvait que continuer sur cette lancée-là. Il a essayé, mais malheureusement, il s'est vu qu'il y avait des trahisons. Son homologue rwandais n'était pas sincère dans les accords. Votre frère. Écoutez, vous n'allez quand même pas m'interdire de dire à Sassou Nguesso que c'est mon frère. Quand bien même qu'il est de l'autre. C'est mon frère en tant qu'Africain. Quelqu'un qui non, c'est que les gens ne comprennent pas. Fait tuer les Congolais. Le président de la République, c'est un panafricaniste. Vous les chouchoutez? Non, ce n'est pas question de les chouchouter. De la même manière qu'il a appelé le président rwandais son frère, Uhuru Kenyatta, c'est son frère, Sassou Nguesso, c'est son frère, et ainsi de suite. Le président de la République, c'est un panafricaniste. Merci. Et il sait que l'Afrique, avant de se relever, doit mobiliser les efforts de tout le monde, de tous les dirigeants africains. Merci. 30 secondes, regardez la caméra. Qu'est-ce que vous avez envie de dire que vous n'avez pas dit? Non, mais je voudrais tout simplement dire que les gens ne doivent pas se faire beaucoup d'idées pour ce qui est de la démocratie. La démocratie, c'est la dictature de loi. Mais ce qui est vrai, il y a certaines choses que nous devons corriger pour aller de l'avant, parce que, bon, en fait, il y a toujours des embûches. Hein. Le monde est plein de reliefs. On monte, on descend, on monte, on descend. Mais ce qui est vrai, nous sommes en train de monter. Qu'est-ce que j'entends parler par monter? J'étais en train de dire tout simplement que nous sommes en train d'aller de l'avant, nous sommes en train de reculer. C'est
lorsque nous sommes en train d'aller de l'avant, qu'il y a des embûches et nous devons le surmonter. Et donc, nous ne devons pas nous décourager parce qu'il y a les Rwandais qui nous ont attaqués, il y a des Ougandais qui nous ont attaqués, il y a ceci, il y a cela. Nous devons aller de l'avant, continuer à aller de l'avant, nous devons être vigilants, nous devons nous battre pour que nous puissions recouvrer absolument la paix à l'est du pays, et si pas sur toute l'étendue de la République. Merci. J'encourage le président de la République et je le félicite. Et nous sommes là pour que nous puissions lui apporter toujours notre soutien et notre expertise, notre intelligence, notre compétence pour que les solutions idoines soient trouvées pour ce genre de situation. Un mot pour cette chaîne. Bon, en fait, je suis d'abord très honoré par cette invitation et j'ai trouvé que la chaîne elle est agréablement, je suis agréablement surpris de son studio d'abord, de ses caméras, et de son expertise. Et je suis très content d'avoir répondu à cette... Je n'ai pas beaucoup regretté, pour ne pas dire que je n'ai pas regretté, tout simplement. Je n'ai pas regretté d'avoir accepté ces rendez-vous. Et je crois que vous devez continuer sur cette lancée. Je crois que demain ou après-demain, ça sera une grande chaîne non seulement de la RDC, mais de toute l'Afrique. Merci, monsieur le ministre. Maître Bernard Takaichi, ancien vice-ministre de la Justice, au cadre de l'UDPS, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Suivez cette émission, Duel, chaque jour à partir de 11h, rediffusion 22h. Derrière la caméra, M. Eric, à la réalisation, M. Philémon et la ZIC. Un grand merci à mon DG Odon Pambou pour la confiance. Mon DG, je ne vais pas vous décevoir. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.